La raison pour laquelle j'écris ce livre, c'est fondamentalement pour dire aux gens, une possibilité est là, on peut traiter, gagner du temps pour les cancéreux au prix d'une toxicité extrêmement faible. On a une impression claire d'efficacité sur des cas éparses de gens qui sont malades. Évidemment, se pose la question d'améliorer tout ça. Est-ce qu'il faut rajouter d'autres molécules, comme l'ivermectine ou des molécules qui sont elles aussi extrêmement intéressantes? Et au fond, est-ce qu'on n'est pas en train simplement d'arriver à la solution du cancer? C'est ça la question qui se pose derrière. Là, il arrive quelque chose. Le traitement du cancer arrive. Et probablement dans pas très longtemps. Bonjour, Dr Laurent Schwartz. Bonjour, Monsieur Talamy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, vous êtes cancérologue, diplômé de la faculté de médecine de Strasbourg. Vous avez exercé quelques années aux États-Unis, notamment au Massachusetts General Hospital, avant de revenir en France et de travailler à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le cancer et vous venez de publier un nouvel ouvrage intitulé « Le bleu de méthylène, un remède oublié, un nouvel espoir contre le cancer, la dépression et les maladies du cerveau » aux éditions Thierry Soucard. Un livre dans lequel vous revenez sur vos recherches sur la nature du cancer, ainsi que sur le rôle que le bleu de méthylène, un vieux médicament tombé dans l'oubli, pourrait éventuellement jouer dans le traitement de cette maladie. Alors avant d'évoquer le bleu de méthylène, j'aimerais revenir avec vous sur la nature du cancer dont vous dites dans votre livre qu'il s'agit avant tout d'une maladie métabolique et non d'une maladie génétique comme on l'a longtemps cru. Le monde de la cancérologie est infiniment divisé. Il y a ceux qui croient que c'est compliqué. Tout est compliqué, il y a du gène, il y a plein de choses. Et puis il y en a d'autres, plus minoritaires comme moi, qui pensent que c'est au fond une maladie simple. Ce que nous apprennent les scientifiques, c'est qu'il y a des cancers de différents types, dont l'origine est à différents organes, dans le poumon, dans le pancréas, ainsi de suite, différents grades, différentes anomalies génétiques, et ainsi de suite. Mais pour nous, tous les cancers sont les mêmes. Certes, il y en a qui vont plus ou moins vite, mais au fond, les anomalies de départ sont toutes les mêmes. Ce que je sais d'ailleurs le médecin, parce que pour détecter si le cancer est présent, agressif, on injecte du sucre radioactif. C'est ce qu'on appelle un PET scan, et le PET scan va montrer l'étendue du cancer. Et tous les cancers captent du sucre, et plus ils en captent, plus ils sont agressifs. D'où l'idée que nous et d'autres ont eue, c'est que le cancer est une maladie de la captation du sucre. Le sucre est capté par la cellule tumorale, c'est ce que disent les grands anciens comme Otto Warburg, prix Nobel qui a travaillé et publié il y a maintenant plus de 100 ans, ou Sven Jargy qui est un autre prix Nobel, et ils disent le cancer est une anomalie de la captation du sucre, le sucre est mal brûlé, et c'est ça qui donne le cancer, et au fond le cancer est une maladie très proche du diabète. Alors tout ça, c'est des jeux intellectuels où les gens se perdent un petit peu dans tous les détails, mais ce qui est important, c'est qu'en travaillant sur le sucre, en travaillant sur la captation de sucre, on peut traiter les malades, et la raison pour laquelle j'écris ce livre, c'est fondamentalement pour dire aux gens, une possibilité est là, on peut traiter, gagner du temps pour les cancéreux au prix d'une toxicité extrêmement faible. Oui, c'est ça ce que vous dites dans votre livre, c'est que en fait les cellules saines du corps humain, elles satisfont leurs besoins énergétiques grâce à la respiration d'oxygène, tandis que les cellules cancéreuses, elles satisfont leurs besoins énergétiques par la fermentation du glucose, donc du sucre en fait. Je vais essayer de vous le faire en biochimie, la biochimie pour tous, compréhensible. Votre cellule, elle peut faire deux choses. Soit elle brûle, c'est ce que vous faites quand vous faites votre course à pied ou jogging ou tout ce que vous voulez, et la nourriture est coupée en morceaux, et les électrons et les protons vont se lier à l'oxygène pour faire du gaz carbonique et de l'eau. Quand vous faites du gaz carbonique et de l'eau, vous brûlez, et vous faites pas de masse, tout va bien, la cellule vit, il n'y a pas de problème, et une cellule qui oxyde est une cellule qui va bien.
Mais si, pour une raison X, Y ou Z, la cellule brûle mal, eh bien, ces électrons, ces protons, ils vont devoir sortir. Et la façon dont ils vont devoir sortir, comme ils peuvent pas faire du gaz carbonique et de l'eau, ils vont faire de la masse. Donc la cellule, elle peut faire deux choses. Soit elle chauffe, elle fait du gaz carbonique et de l'eau, tout va bien. Soit elle fait de la masse. Et faire de la masse, c'est faire des plaques amyloïdes dans l'Alzheimer, c'est faire un syndrome inflammatoire, c'est faire une cellule qui se divise en deux. Et vous avez cette dichotomie. Une cellule va bien quand elle brûle, et une cellule malade est une cellule qui fait de la masse. Et cette masse va donner une tumeur, un Alzheimer, un Parkinson, une schizophrénie ou tout ce que vous voulez derrière. Et le but du médecin, il est simple, il faut refaire brûler la cellule tumorale. C'est ça qu'on a compris. C'est des choses qui étaient déjà comprises il y a 100 ans, mais qui sont tombées en désuétude, qui ont été oubliées. Au fond, la médecine, la biologie, c'est pas compliqué. Il faut refaire brûler la cellule, et si la cellule brûle, tout va bien, la maladie s'amende. Et vous dites que ce sont des choses qui ont été découvertes finalement au XXe siècle, début du XXe siècle. Enfin, vous avez parlé d'Otto Warburg, prix Nobel de médecine allemand, et puis de Albert Szent-Györgyi, donc qui était aussi un autre prix Nobel de médecine, et qui ont travaillé sur ces questions-là. Pourquoi est-ce que leurs travaux, finalement, qui ont eu de l'écho à l'époque, j'imagine, sont tombés dans l'oubli aujourd'hui? Alors, Otto Warburg, pour parler de lui, a été extrêmement connu. Il a été très protégé. Bien que demi-juif, il a pu travailler sous le Troisième Reich parce que Hitler était complètement phobique du cancer. On lui avait enlevé un polype des cordes vocales. Il était sûr qu'il allait avoir un cancer. Donc, il a toléré Otto Warburg qui a fonctionné avec plein moyens jusqu'en 1945. Et puis, tout ça est parti, on l'a oublié parce qu'on est parti sur une autre idée. C'est que le cancer n'était pas une maladie métabolique, sans aucune façon de le prouver, mais que le cancer était une maladie génétique, informatique. Il y avait toute l'éclosion du génome qui a correspondu à l'éclosion de l'informatique, et on est parti sur autre chose. Vous savez, la vie, c'est souvent partir sur des fausses pistes. On peut le dire en politique, on peut le dire en économie, on peut le dire en médecine. Après, il y a le temps de se rendre compte que, au fond, la médecine toute génomique, informatique et tout ça, n'a pas guéri grand monde. Et qu'il est temps de revenir sur ce qu'on pensait avant. Et avant, ils n'étaient pas forcément complètement délirants. Et ils avaient compris des trucs qui vaut la peine d'être revus. Oui, parce que ce que vous dites dans votre livre, c'est que seuls quelques rares cancers ont une explication strictement génétique, notamment lorsqu'ils surviennent chez les enfants ou les jeunes adultes, mais que le facteur génétique n'explique pas les cancers les plus fréquents qui apparaissent chez les adultes ou les personnes âgées. Oui, je confirme ce que j'ai dit, je suis toujours d'accord. On dit que 2 à 3% des cancers sont d'origine génétique. C'est-à-dire quelques cancers les cancers de l'enfant, quelques cancers du sein et ainsi de suite. Mais la majorité des cancers, vous avez qu'à le voir dans votre environnement à vous, ça touche des gens qui n'ont pas de tare génétique évidente. Le cancer est une maladie essentiellement de l'homme âgé. Les 2 tiers des cancers, c'est à peu près 70 ans. Et là, la part de génétique est très faible. Mais par contre, pour revenir à ce que j'essayais de vous dire avant, dans tous les cancers, vous avez une augmentation de la captation du sucre. Dès que vous faites un PET scan, ça fixe le sucre. Et au fond, ce que disait Otto Warburg reste correct. Le cancer est une maladie de la digestion du sucre. Et la question que nous, médecins, avons, c'est comment lever cette fermentation. Comment arriver à utiliser ce que les autres ont compris pour en faire un traitement et pour permettre aux malades de survivre. Donc est-ce que pour vous, finalement, l'augmentation de la consommation du sucre aussi qu'on constate ces dernières années, c'est un facteur qui joue un rôle important dans la hausse des cancers, puisqu'on a une alimentation beaucoup plus riche en sucre? Alors, moi, quand j'étais jeune, le problème c'était le tabac. Où évidemment, il fallait pas fumer parce que c'était dangereux et tout. Et on a mis beaucoup de temps. On se rend compte, là encore, c'est les nazis qui ont prouvé que le tabac était le plus dangereux. Les premières lois anti-tabac, c'est 1930. Par l'Allemagne hitlérienne. Et au fond, on a arrêté à fumer en masse il y a environ 10-20 ans. Enfin, ça c'est relativement récent.
Et on a vu monter la consommation en glucose de façon énorme à partir des années 50. Tout le monde sait que c'est dangereux. Il y a tout ce que vous voulez comme données pour le savoir, mais au fond, la politique de santé publique n'a pas bougé. Vous trouvez des sodas partout, riches en fructose. Et au fond, le problème du sucre est un problème majeur. Ce que j'ai essayé de faire dans mon bouquin, je veux dire, c'est pas un livre pour intellectuels, c'est de remettre l'église au milieu du village. Le cancer, c'est une maladie de la digestion du sucre. Il est évident que vous ne devez pas manger trop de sucre parce que c'est dangereux, que tous les sodas, c'est des cochonneries. Ça, tout le monde le sait. D'abord, c'est pas bon au goût. Et deuxièmement, on peut lever cette fermentation cancéreuse avec des molécules qu'on connaît, type bleu de méthylène ou ainsi de suite. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du bleu de méthylène, qui est une molécule ancienne finalement et qui a d'abord été conçu comme un pigment, un colorant pour l'industrie textile avant d'être employé en médecine? On part toujours en médecine sur l'idée qu'il faut de la high-tech, parce que seule la high-tech va nous guérir. Donc, évidemment, comme il y a de la high-tech, il y a une maladie qui est compliquée, et que uniquement des budgets énormes vont permettre de guérir cette maladie. Nous, on est des Français, on n'a pas beaucoup de moyens. Par contre, on a des idées, donc on a essayé de faire autrement. Et on est parti sur l'hypothèse évidemment inverse. C'est une maladie simple, il y a des traitements qui existent, et tout ça ne coûte rien. Donc voilà le tableau. Et le bleu de méthylène est une molécule extrêmement ancienne, 1876. Le dioxyde de chlore, qui est l'autre molécule que je pousse, c'est tout de même la Révolution française. Tout ça coûte 2 ou 3 euros le kilo. Alors, si vous voulez de la qualité pharmaceutique, c'est un peu plus cher. Le bleu est un ancien pigment. Et les malades qui prennent du bleu de méthylène urinent bleu foncé, parce que c'est un pigment. Et c'est une molécule que moi j'ignorais totalement. Heureusement, j'ai une des personnes avec qui je travaillais, parce que malheureusement il est mort, qui est Marc-Henri, qui m'a expliqué l'histoire du bleu de méthylène. Moi, en tant que médecin, j'en avais jamais entendu parler. Et ce sont 2 molécules de benzène accolées l'une à l'autre. Donc c'est de la chimie simple. C'est un capteur d'électrons, pour revenir sur la fermentation, on y reviendra. Et c'est la molécule mère de quasiment toutes les molécules inventées entre 1930 et 1960. Donc, les antidépresseurs, la chlorpromazine, la chloroquine dont on a énormément entendu parler, les diurétiques, les antibiotiques, tout ça, ça dérive du bleu. Et le bleu, utilisé dans les années 1902-1905, c'est le traitement du cancer. Le problème du bleu, c'est que vous pissez bleu et que, à moins d'être totalement étanche, vous salopez tout. Et donc, ça a déplu aux gens parce qu'après, il fallait tout laver et ainsi de suite. Et que, dans les années 1900, le traitement du cancer, c'est avec du bleu, ça marche. Et il y a papier après papier. J'adore ce papier du Poitou médical, pour vous qui êtes d'origine poitevine, qui dit que le traitement du cancer, c'est le bleu de méthylène, c'est 1905, ou d'Abraham Jacobi, qui est un Américain de la même période, et ils disent que les cancers stabilisaient. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est... moi, j'ignorais totalement cette littérature, c'est un patient qui me l'a envoyé, mais on était arrivé au bleu en raisonnement. Et ce que nous voyons, c'est une impression de ralentissement clair, net, reproductible des cancers avec des traitements à base de bleu de méthylène ou dioxyde de chlore ou ainsi de suite. Et pour partager ça, j'ai mis les doses dans le bouquin pour que les gens puissent se débrouiller. Et est-ce qu'il y a des publications scientifiques récentes d'ailleurs qui se sont intéressées au bleu de méthylène et qui démontrent une action bénéfique contre le cancer? Quel est l'état de la recherche actuelle? Alors, récent, ça dépend ce que vous appelez récent. En termes géologiques, oui. Vous avez des papiers, vous avez tout ce que vous voulez comme papier des années 1900 disant le bleu marche. Pour moi, c'est relativement récent.
Après, vous avez tous les 20 ans ou 30 ans, quelqu'un qui dit chez des souris, chez des rats ou chez des chiens, le bleu marche. Donc, il reste des choses de temps en temps qui montrent que, voilà, le bleu reste efficace. Nous, on est tombé là-dessus et on a confirmé que le bleu était efficace sur lignée cellulaire et sur souris, qui est des travaux qu'on a fait à l'école polytechnique de Montréal, où ils ont fait les essais. Après, il y a les malades qui sont là, ici et maintenant, et qui ont, eux, pris les doses. Alors, il se trouve que les doses qu'on a poussées sont les mêmes que les doses qui étaient publiées il y a 100 ans. Moi, je connaissais pas ces papiers, ça s'est fait de façon arbitraire. J'ai présenté tout ça au Sénat il y a maintenant 6 mois. On a une impression claire d'efficacité sur des cas éparses de gens qui sont malades. Évidemment, se pose la question de améliorer tout ça. Est-ce qu'il faut rajouter d'autres molécules, comme l'ivermectine ou des molécules qui sont elles aussi extrêmement intéressantes? Et au fond, est-ce qu'on n'est pas en train simplement d'arriver à la solution du cancer? C'est ça la question qui se pose derrière. Oui, parce qu'on a parlé de l'ivermectine assez récemment, justement, et de ses propriétés, ses éventuelles propriétés anti-cancéreuses. C'est aussi une molécule à laquelle vous vous êtes intéressé? Oui, alors j'ai eu mon téléphone a sonné parce que Mel Gibson a été interviewé en disant que du bleu, du dioxyde de chlore, c'est-à-dire nos molécules, et de l'ivermectine et un anti-fongique, ça marchait dans les cancers à Los Angeles. Il fait que confirmer ce qu'on voit à Paris. Donc, je suis content que ça se passe de la même façon là-bas qu'ici. On a l'impression qu'on est en train de traiter les malades de façon efficace. Tout ceci à coût pouillème et à effet secondaire pas grand-chose. Donc il y a peu d'effets secondaires pour le bleu de méthylène. C'est pas quelque chose de toxique. C'est toxique, un peu irritant pour la vessie. C'est-à-dire que les gens vont pisser un peu plus souvent. Mais c'est pas pire que ça. Par contre, il y a un effet secondaire autre qu'on voit, c'est qu'il regagne une forme de PEPS. Et ça nous amène aux autres maladies, qui sont la dépression, l'Alzheimer, le Parkinson, enfin tout ce que vous voulez, où là on a l'impression aussi qu'il y a une forme d'efficacité claire, publiée, là dans des essais randomisés, normés, carrés, et ainsi de suite, on a l'impression que ce sont des traitements universels, quelles que soient les maladies. Alors, je précise que vous le soulignez dans votre livre, le protocole que vous proposez, donc qui contient bleu de méthylène, dioxyde de chlore et puis deux autres éléments. Vous dites qu'il n'entend pas se substituer à la chirurgie ou à la chimiothérapie quand elles sont efficaces, d'une part, et qu'il a pour objectif non pas de guérir le patient, mais de stabiliser la maladie pour gagner du temps, d'autre part. Et qui n'a pas encore été testé aussi, vous ajoutez, dans le cadre rigoureux des essais thérapeutiques pour le moment. Oui, alors déjà, ralentir la maladie, c'est déjà pas mal. Gagner du temps, c'est déjà pas mal pour les malades. Se substituer au traitement classique, pas pour l'instant. Les essais randomisés, évidemment, on aimerait bien qu'ils soient faits. Mais le bleu de méthylène a été testé dans des essais randomisés dans la schizophrénie, dans le bipolaire, dans l'Alzheimer et ainsi de suite. Les essais sont positifs et pour autant on n'en trouve pas facilement en France. Donc il se pose aussi des vraies questions politiques derrière. C'est-à-dire ? À un moment ou un autre, on ne sait pas gérer une révolution. Dans la mentalité des gens, les choses sont demain comme elles étaient hier. C'est notre mode de vie. Et puis tout d'un coup, les choses bougent. Elles bougent politiquement, elles bougent économiquement, mais en science, elles bougent aussi. On a l'impression qu'on a compris un gros morceau, que au fond, le cancer, c'est pas très compliqué, qu'au fond, les maladies en général ont énormément de points communs les unes avec les autres, et que des molécules comme le bleu sont probablement des molécules à spectre extrêmement large,
Je vous rappelle que pratiquement tous les médicaments dérivent du bleu de méthylène, qui lui-même est un dérivé du benzène, hein, et donc un capteur d'électrons, et que probablement, toutes les maladies synthétisent. C'est ce que j'essaie de vous dire au début de l'interview. Dans toutes les maladies, vous avez de la masse qui se sécrète, que ce soit des plaques, donc des dépôts dans l'Alzheimer, que ce soit les mêmes dépôts dans le Parkinson, que ce soit des molécules dans le syndrome inflammatoire, ou une cellule qui se divise en deux, que c'est dû au fait que ça brûle mal, et le bleu fait brûler, parce que c'est une molécule qui est un capteur d'électrons, et ainsi de suite. Donc il agit sur le métabolisme, en fait. Il régule le métabolisme. Et toutes ces molécules régulent le métabolisme, et l'ivermectine régule le métabolisme, et il est beaucoup plus simple de travailler sur le métabolisme que de travailler sur les détails du génome, qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en avant et on ne sait pas exactement comment le faire. Et là, on a l'impression qu'on a un traitement universel pour tous les cancers, voire pour toutes les maladies. Oui, parce que vous dites d'ailleurs dans le livre que l'approche génétique du cancer a conduit à des désastres, hein, parfois aussi. Vous savez, j'aime pas le terme de désastre, j'aime pas la critique, parce que ça débouche sur rien, mais ça n'a certainement pas débouché sur la guérison des malades. J'aimais beaucoup, il y a les frères Lumière. Il y a 2 frères Lumière, et c'est eux qui inventent le cinéma, et l'un des 2 est médecin. Et il y avait les laboratoires Lumière, qui étaient des laboratoires de l'industrie pharmaceutique à Lyon, et l'un d'entre eux écrit en 1946 un livre sur la tuberculose. Le livre, il est daté, mais il est lisible. C'est une maladie génétique parce que ça touche essentiellement les familles pauvres. L'environnement, il y a l'alcool. Enfin, il y a tout les mêmes choses que vous trouverez aujourd'hui sur le cancer. Tout est là, sauf les antibiotiques qui vont arriver l'année suivante. Il le voit pas venir. Là, il arrive quelque chose. Le traitement du cancer arrive. Et probablement dans pas très longtemps. Alors, est-ce que ça viendra d'abord ici ou grâce à Mel Gibson aux États-Unis sur une façon ou une autre? Ça, j'en sais rien. Mais le temps est mûr pour que ça bouge. Et ça va changer plein de choses, évidemment pour les malades, mais possiblement aussi pour l'industrie, pour le système de soins, pour plein de choses, pour les effets secondaires des vaccins. Vous pouvez trouver plein de choses là-dedans. Donc moi je suis très optimiste et j'espère que je ne me trompe pas. Est-ce que l'industrie pharmaceutique et les praticiens sont prêts justement aussi à cette révolution que vous appelez de vos voeux? Ça, j'en sais rien. C'est toujours difficile de dire. Moi je n'ai jamais beaucoup cru aux anticorps monoclonaux et ce genre de choses parce que au fond, peut-être par le biais de qui je suis, je vois beaucoup d'effets secondaires. Et surtout, il y avait des courbes de mortalité. Vous savez, la cancérologie comme l'économie, vous savez le nombre de malades, vous savez le nombre de morts, vous êtes capable de sortir des chiffres. Et on voyait bien que ça n'avait pas énormément changé malgré ces thérapeutiques modernes. Ce que les gens savent très bien dans leur trip, il n'y a qu'à voir la tête des gens quand on annonce un cancer métastatique. Ils savent très bien que les traitements qu'on a à proposer sont relativement peu efficaces. Ça, c'est le passé. Moi, j'ai bon espoir qu'on puisse arriver à guérir ces malades à très court terme. Mais je crois que vous dites dans votre livre aussi que finalement, depuis une 60aine d'années, on n'arrive pas nécessairement à guérir beaucoup plus de malades du cancer qu'aujourd'hui. Hein. Enfin, aujourd'hui. La mortalité par cancer du sein aujourd'hui est la même qu'en 1960. Donc spécifiquement pour le cancer du sein? Non, c'est à peu près la même chose pour partout. C'est-à-dire ça a monté entre 60 et 90, puis ça baisse un peu maintenant. Mais je veux dire, c'est pas comme s'il y avait eu on n'a pas vidé les centres anticancéreux. La tuberculose, le jour où vous avez les antibiotiques, les sanatoriums sont fermés. Les centres anticancéreux fonctionnent largement ces temps-ci et ils sont loin d'être... Donc les progrès sont très très lents finalement. C'est une vraie discussion. Moi, je peux pas rentrer dedans. Est-ce qu'il y a eu des progrès ou pas des progrès? Est-ce que tout ceci a bougé ou pas bougé? Moi, j'ai l'impression que le schmilblick n'a pas fondamentalement bougé. Mais pour revenir à ce que j'essaie de vous dire, tous les cancers fermentent et
probablement le bleu est efficace dans toutes ces maladies. Mais c'est un modèle économique radicalement différent. Oui, c'est ce qui peut aussi peut-être expliquer en partie le fait que cette molécule soit tombée dans l'oubli, puisqu'elle n'est plus protégée par un brevet. Donc économiquement, elle n'a pas d'intérêt pour l'industrie pharmaceutique et les laboratoires non plus. Dans le grand marché du bleu de méthylène, aujourd'hui, c'est la pisciculture. Donc si vous voulez que vos poissons aillent bien, vous leur mettez du bleu, comme ça ils n'auront pas d'infection. Mais c'est pas du marché de la high-tech. Voilà. Parce que vous parlez aussi de l'industrie pharmaceutique dans votre livre et de la façon dont elle fonctionne. Vous dites notamment, je crois que déjà en fait on teste essentiellement une molécule et pas une combinaison de molécules pour traiter le cancer, ce qui pour vous est une approche un peu réductrice. La cancérologie, comme tout dans la vie, a été de plus en plus normée. Quand je reprends les vieux papiers des années 1900, c'est le docteur Duchemol m'a dit d'utiliser ce produit, je l'utilise, ça marche pas. Enfin, c'est écrit dans des termes à peine différents de ce que je suis en train de vous raconter. Aujourd'hui, tout passe par des protocoles et ainsi de suite, et on ne peut essayer des molécules que l'on a testées en phase 1, en phase 2, en phase 3. Et tout est basé sur « je cherche la toxicité ». Les molécules doivent être les plus toxiques pour être efficaces. Mais pour tuer le plus de cellules cancéreuses oui, possible. mais ça, c'est un point de vue. Je veux dire, nous, ce qu'on est en train de dire, il faut réguler le métabolisme. Il faut plus que la cellule prolifère, mais il faut pas forcément la tuer. Il faut qu'elle arrête de proliférer, de se diviser, et ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin d'être toxique pour ça. C'est-à-dire que le bleu de méthylène, lui, il ne tue pas les cellules cancéreuses. Vous arrêtez la prolifération. Moi, je vois, par exemple, sur des PSA pour les cancers de la prostate, je fais vérifier le PSA toutes les semaines pour être sûr que le traitement marche, mais c'est plat, ça n'évolue pas, ça ne va pas, ça augmente pas, ça diminue pas, mais le malade il se porte bien. Hein. C'est bien moins violent que des chirurgies délabrantes ou des hormonothérapies fatigantes. Et est-ce qu'il y a des types de cancers pour lesquels justement le bleu de méthylène, enfin le protocole que vous proposez est plus intéressant que d'autres? Alors, on peut diviser les cancers en sous-groupes, comme je vous disais plus avant, type de maladie, grade et ainsi de suite. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est je les divise en agressivité. C'est-à-dire, vous avez une espérance de vie normale, une espérance de vie à 2-3 ans et une espérance de vie à 6 mois. Ça, nous, en tant que cliniciens, on sait. Ce qu'on a actuellement avec le bleu dioxyde de chlore, c'est que on arrive à ralentir, voire bloquer l'évolution des tumeurs à horizon de 3 ans. C'est-à-dire, les malades n'évoluent plus. Tout ceci étant évidemment validé dans des essais à un moment ou un autre qui n'auront pas lieu. Et là, c'est une observation sur des patients. C'est une observation clinique bête et méchante. Je veux dire, on regarde les malades. C'est ce que moi je vois, c'est ce que les autres voient. Mais restent les cancers qui tuent en 6 mois. Et c'est un vrai sujet pour moi. Ce qu'on appelle les cancers foudroyants. Oui, vous avez 36 noms. Mais c'est clair que quand vous avez un vrai problème, il y a des cancers où vous savez que l'espérance de vie est à moins de 6 mois. Et ça, est-ce qu'on connaît la proportion justement de ce type de cancer? Elle est importante. Je peux pas vous donner un chiffre, mais elle est importante. Et sur ces gens-là, évidemment, on se pose la question de combiner, alors nous, ce qu'on a trouvé, ce qu'on a validé chez la souris, lignée cellulaire et ainsi de suite, avec d'autres molécules, dont je vous parlais de l'ivermectine, mais il y en a d'autres, pour voir si on les arrête eux aussi. Réponse, pas forcément longtemps. Et vous avez suivi combien de patients justement qui ont... Moi, le gros de mon activité est une activité de recherche. Je gère, j'aime pas le terme de gérer, mais je m'occupe dans tous les sens du terme d'un groupe d'une vingtaine de chercheurs. C'est ça qui me prend mon temps. Les malades, j'en vois pas beaucoup. Mais vous savez, c'est pas
c'est pas des maladies surprenantes. Je veux dire, quand vous voyez un malade, vous savez son espérance de vie et vous savez rapidement si votre traitement marche ou pas. Vous n'avez pas besoin d'en avoir des milliers pour savoir si votre truc il marche. C'est des maladies tellement épouvantables que quelques maladies, vous savez. Hein. Vous rapportez d'ailleurs le témoignage d'un malade qui a suivi le protocole dans votre livre, un Alsacien, je crois, qui s'appelle Ghislain. Ghislain. Ouais, Ghislain. Voilà, oui, non mais tous c'est comme ça. Mais moi, mon rôle en tant que médecin, c'est que les malades fassent pas de conneries. C'est-à-dire que si la chimio peut les guérir, évidemment, ou les traiter de façon efficace, qu'ils y aillent. De leur éviter aussi une forme d'abandon dans lequel ils sont fréquemment mis. Mais et puis je les écoute. Il y a beaucoup de gens qui essayent des trucs eux-mêmes, des choses qui pour moi marchent pas, qui sont souvent données en thérapeutique. Les jeûnes excessifs, j'aime pas. Les traitements Beljanski pour moi marchent pas. Enfin, j'ai jamais rien vu qui me séduisait. Et puis le dioxyde de chlore, c'est les malades qui me l'ont ramené. Moi, j'ignorais tout ce truc-là. Il y a une dizaine d'années. Et le bleu de méthylène, ce sont les chimistes qui m'ont dit, tu devrais essayer ce truc-là. Et après, on a retrouvé les papiers des années 1900, mais c'est bien après. Oui, d'ailleurs, vous recommandez, je crois, donc de limiter la consommation de sucre, mais pas nécessairement, en revanche, d'adopter un régime cétogène. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'essai rigoureux pour évaluer finalement l'intérêt de ce régime-là, par exemple. Non, vous savez, je suis un paysan alsacien prudent. On a compris que le cancer consommait trop de sucre, donc on arrête le sucre. On a compris qu'il fermentait la glutamine, donc il faut faire attention aussi aux protéines. Donc il est très probable aussi qu'il consomme un peu trop de lipides. Donc de bourrer les gens de lipides me semble dangereux. Et c'est le travail qu'un biochimiste m'a fait participer, auquel m'a fait participer un biochimiste qui s'appelle Maurice Israël. Il est probable que les cellules tumorales captent trop de lipides aussi. Donc je suis très prudent là-dessus. Vous recommandez aussi la pratique d'un sport d'endurance pour relancer l'activité des mitochondries. Donc, le sport d'endurance, c'est la marche à pied. 5 km par jour, si c'est possible, évidemment. Mais pas plus que ça non plus. On sait que le sport, ça a aussi une incidence à la fois sur la qualité de vie et puis aussi sur la survie, je crois. Alors, il y a tout ce que vous voulez comme papier sur le cancer du sein. Des femmes à qui on fait faire quelques kilomètres par jour de marche à pied semblent avoir une efficacité au moins aussi importante que la chimiothérapie. Ça a été fait et refait. Je pense que c'est solide. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la marche est utile et que la chimio a ses limites. Mais je crois que sur la chimiothérapie, vous dites que approximativement sur 100 patients guéris du cancer, la chimiothérapie est responsable d'un tout petit pourcentage de ces guérisons. C'est d'abord la chirurgie qui est la plus efficace, mais la chimiothérapie arrive assez bas. Oui, je veux dire, c'est comme je essaie de vous dire, si ça marchait clairement, on serait pas en train de se parler maintenant. Moi, je suis pas un révolutionnaire. J'ai pas du tout envie d'empêcher les traitements qui sont efficaces de tourner. Mais tout le monde sait très bien que dans les maladies lourdes, ça a une forme d'efficacité, c'est clair. Les tumeurs régressent, mais on sait aussi qu'elles reviennent. Oui, et vous dites que parfois, un des effets secondaires dont on parle peu pour les chimiothérapies, c'est que la tumeur peut revenir plus tard, mais de façon plus agressive et ne plus répondre à une chimiothérapie de seconde génération. Je vous remercie d'avoir lu mon livre. Ça me fait plaisir. Oui, évidemment, ces chimios ont un effet pervers, c'est que quand ça redémarre vite. D'où la possibilité aussi de tester autre chose. D'ailleurs, vous dites aussi que la plupart des effets secondaires, en réalité, sont liés aux chimiothérapies en médecine, je crois. On dit plus de la moitié des effets secondaires reportés en médecine sont en oncologie. Et on tolère, c'est une des rares spécialités, on tolère les toxicités lourdes. Et elles sont lourdes. Mais ça, c'est lié aussi à ce que vous dites dans le livre, c'est que vous dites il faut qu'on révolutionne notre approche. Ce que vous disiez tout à l'heure, pour vous, le cancer, c'est une maladie simple, entre guillemets.
Et en fait, vous dites, on a longtemps considéré que la lutte contre le cancer, c'était la lutte entre le bien et le mal, donc une vision un peu eschatologique de la médecine. Et vous dites que cette approche, en réalité, et donc qui consistait à tuer en fait les cellules cancéreuses par différentes techniques, radiothérapie, chimiothérapie, vous dites que cette approche-là, elle est pas pertinente pour vous. À moi, le bien et le mal, le jour où quelqu'un est capable de me définir ce que c'est de façon précise, où est le bien et où est le mal, c'est très bien. Mais le bien et le mal en médecine, une cellule bonne et une cellule mauvaise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement loufoque. Une cellule, elle répond, elle brûle, ça je comprends, elle fermente, ça je comprends, mais ça a un sens. Et le cancer, c'est pas le combat du bien et du mal, c'est un problème de fermentation. Ce problème de fermentation a une explication électronique. Ça s'explique par des chemins métaboliques qui sont un peu trop compliqués peut-être à expliquer à la minute ici. Et puis ça se traite par des molécules dont le bleu, le dioxyde, l'ivermectine, enfin ce que vous voulez derrière. Oui, parce que vous dites dans votre livre d'ailleurs que finalement le protocole que vous proposez, il pourra être amendé et qu'il y aura probablement d'autres molécules qui pourront être utilisées et qui seront peut-être plus efficaces que le bleu de méthylène. C'est pas figé. Non, rien n'est figé et heureusement. Ce qu'on voit, nous, actuellement, est du domaine du miraculeux chez certains malades. Ça n'est déjà pas rien. Sur des maladies ou des gens pour lesquels on n'a pas grand-chose à proposer. C'est-à-dire miraculeux, c'est que vous avez des gens qui ont un pronostic extrêmement sombre et qui, grâce au traitement, vivent quasiment normalement. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ce que vous avez dit. Les gens, clairement, je suis dans une position qui n'est pas que simple. D'abord, je suis un timide. Je n'aime pas les interviews, ce genre de choses. Je veux dire, c'est pas... Je suis tranquille chez moi et très bien, je suis content. Et en même temps, je vois des choses qui sont du ressort de la santé publique. Et au fond, je le vois, des amis à moi le voient, et on sait l'expliquer biochimiquement, on sait le démontrer ou un niveau de preuve chez les lignées cellulaires, l'animal, et ainsi de suite. On sait retrouver des papiers anciens qui disaient « on le voyait à l'époque ». Et au fond, on est dans cette impasse-là où on a l'impression qu'on est dans une vraie révolution. Et au fond, le système bouge pas. Et c'est pour ça que je viens chez vous en parler, parce qu'à un moment, ça doit bouger. Et le plus surprenant pour moi, c'est que ce discours est entendu dans certains cercles, il n'est pas entendu dans d'autres. Quand je parle de l'effet Warburg chez mes collègues cancérologues, ils savent pas ce que c'est. Ou ils l'ont vaguement entendu. Donc l'effet Warburg, c'est cette fameuse fermentation. Cette fermentation. Et si je commence à rentrer dans les problèmes électroniques, qui sont finalement de la physique quantique, ben enfin la physique quantique, ça s'enseigne tout de même. Alors là, lâcher de chez lâcher. Hein. Donc il faudrait aussi établir un lien peut-être entre la médecine et la physique, puisque les deux finalement sont étroitement liés. Mais le mot de médecin en anglais, c'est physician. Physician, c'est physique. Et au fond, tout ça, c'est de la physique quantique. Mais la physique quantique, elle a 100 ans, je veux dire. Elle s'enseigne, elle se comprend, ainsi de suite. Et donc, si je veux commencer à rentrer dans tout ça, ça n'a pas de sens que je rentre dans la physique quantique à la minute sur Epoch Times, quel que soit le plaisir que j'ai de venir ici. Mais, je veux dire, c'est des choses qui sont publiées, compréhensibles, si on s'en donne la peine. Et le monde de la médecine est tellement guindé dans une forme de pseudo-certitude que tout doit se faire par l'industrie pharmaceutique, qu'il y a une forme de difficulté là-dedans. Oui, alors qu'en physique, vous dites qu'il y a eu une volonté d'unification, ce qui n'est pas du tout le cas en médecine, visiblement. Non, comme vous le savez, il y a 4 forces en physique. Gravitation, électromagnétique et 2 forces nucléaires. Et vous écrivez tout avec les 4 forces. La médecine, mais ils sont perdus dans le détail. Alors forcément, le gène BZ24 interagit avec la protéine HP34 et tout ça. Et ça fait des tableaux et ça fait des publications, mais on est paumé là-dedans. Et ça manque de vision d'ensemble aussi, du coup. Alors. Ben oui, au fond, ce qu'on est en train de dire, ça brûle ou ça fermente. Ça brûle, ça va bien, ça fermente, ça va pas bien.
C'est aussi simple que ça. Et si vous levez la fermentation, tout ira bien. Je veux dire, c'est simplissime. Et les molécules, pour faire ça, elles existent, elles sont là, elles sont simples, elles sont pas une ordonnance et vous les trouvez, quoi. Et quelle est l'étape d'après, puisque finalement vous dites qu'il y a des molécules qui permettent de lever cette fermentation, mais du coup ça garantit la stabilisation, mais pas la guérison. Moi, c'est déjà pas mal. Moi, si j'arrive à démontrer ça, je suis déjà content. Guérir, c'est autre chose, mais on guérit pas d'un diabète ou pas souvent ou d'une hypertension et ainsi de suite. Ce que les gens, ils veulent vivre. Et les gens, quand ils prennent ces traitements métaboliques, ils vivent. Ils sont pas à ce stade de douleur parce que la toxicité, c'est pas ça. Du coup, on n'a pas d'idée précise pour le moment à cause justement de l'absence d'essais randomisés de cette espérance de vie, selon le type de cancer aussi. Ça dépend c'est du cas par cas pour l'instant. Non, pour l'instant, c'est du cas par cas. Je ne sais pas si tout d'un coup, ça va résister. Le problème de la chimio, c'est qu'elle marche, et puis tout d'un coup, ça marche plus. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression de voir des phénomènes de résistance. Avec le bleu de méthylène. Avec le bleu de méthylène. Donc, ça marche, ça tient, mais le recul est court. Et aussi, la toxicité au long cours est pas connue. Enfin, il reste des questions que moi, je ne suis pas capable d'adresser. Et finalement, vous disiez que vous n'avez pas réussi à convaincre finalement les pouvoirs publics, enfin les autorités sanitaires de mener ces essais. Ce sont des essais qui coûtent très cher, j'imagine, donc qui doivent être financés soit par l'industrie, soit par les pouvoirs publics, c'est ça? Ça dépend de ce que vous appelez très cher. Je pense qu'avec quelques centaines de milliers d'euros, vous y êtes. Possiblement, vous pouvez le faire moins cher. Non, c'est purement religieux. J'ai essayé, j'ai fait Harvard, j'étais longtemps à l'école polytechnique, j'étais épaulé par l'école polytechnique pour aller voir, entre autres, Agnès Buzyn, quand elle était à l'Institut national du cancer. J'ai essayé de faire monter les essais. Ça n'a rien donné. Moi, j'avance sur ce que je peux avancer. Je l'avance comme je peux. Les essais auront lieu après la bataille, c'est ce que je crains. Et pour l'industrie pharmaceutique, pardon, il n'y a pas non plus d'intérêt à mener ces essais? Il y a évidemment un intérêt majeur pour l'industrie pharmaceutique à trouver des molécules dérivées du bleu qui n'en ont pas la toxicité, la couleur. Donc il y aurait moyen de faire quelque chose. Maintenant, l'industrie est partie dans tous les anticorps monoclonaux et où les vaccins, ils font tous à peu près la même chose. Leur dire que c'est pas là qu'il faut regarder, ou pas que là, mais que ça se passe de l'autre côté, c'est bouger des paquebots et ça bouge pas vite. Nous, on a une forme de légèreté et de capacité à engranger de la donnée de façon très rapide. Parce que vous dites dans votre livre que le cancer, c'est l'investissement le plus rentable aujourd'hui pour l'industrie pharmaceutique. Hein. Je crois que vous dites 8 des revenus de 8 des 10 médicaments les plus rentables sont liés soit au traitement du cancer, soit à celui des maladies auto-immunes. Ouais, il y a énormément d'argent qui se fait. Le cancer est un vrai problème pour les malades, ça vous l'avez compris, vous le saviez déjà avant, et un vrai business. Et trop d'argent est toxique. Trop d'argent est toxique. Oui, quand vous mettez trop d'argent dans un domaine, il faut tuer le domaine. Vous dites aussi finalement que sortir des sentiers battus, que ce soit pour les praticiens ou pour les malades, n'est pas sans risque. Vous dites d'ailleurs, je crois que certains malades ont été exclus du système de soins parce qu'ils refusaient par exemple une chimiothérapie. Et vous dites d'ailleurs que les chercheurs aussi peuvent éventuellement payer un lourd tribut. Je voudrais pas rentrer dans ces sujets-là, mais il est clair que dès que vous n'êtes pas dans les clous, dans quelque domaine que ce soit, parce que vous refusez un traitement ou un autre, parce que vous n'êtes pas capable de vous conformer à une forme de normalité, vous vous faites exclure.
C'est la vie est ainsi faite. Et ça, moi, je peux pas le changer. Mais pour les malades, c'est dur. C'est dur parce qu'ils se font rejeter, parce que c'est très très violent. Alors, peut-être pour conclure cet entretien, Dr Schwartz, est-ce que vous avez un point sur lequel vous aimeriez insister pour nos auditeurs? Il y a plusieurs points auxquels j'aimerais utiliser. D'abord, il y a énormément de travail que l'on a oublié, qui est potentiellement majeur en médecine. Et d'aller lire les vieux livres, c'est extrêmement important. Plus important pour les malades aujourd'hui. Il est clair que les cancers fermentent. Il est clair que dans les années 1900, ils avaient compris comment traiter ces cancers et que l'on l'a oublié. Que tout ceci peut se remettre au goût du jour. Que on a vérifié en lignée cellulaire sur les souris et aujourd'hui sur des cas à droite à gauche de malades, qu'un traitement à base de bleu de méthylène permet de ralentir l'évolution de la maladie. Aujourd'hui, à la société de savoir ce qu'elle veut, est-ce qu'on veut aider les malades, comment on peut les aider, comment on peut avancer et comment est-ce qu'on peut arriver à vulgariser et à valider ce genre de traitement. Je suis très optimiste. Il se passe quelque chose. C'est de façon... Tout va dans le même sens. Une biochimie qui montre que le cancer fermente. Des traitements qui ont été démontrés comme efficaces et qu'on confirme aujourd'hui comme l'étant. Des gens à droite, à gauche qui se lèvent pour dire « ça marche ». Il se passe quelque chose de majeur. Moi, ce que je peux faire, c'est que sur les gens que je vois, tout ceci est un sens. Je sais, moi je suis à l'aise dans le monde des équations. C'est mon monde. Essayer de comprendre, mettre tout ça en forme, voilà. Après se pose le problème politique, de comment on s'organise, de comment la société bouge, est-ce qu'on décide qu'on va aider ces malades ou qu'on laisse tout filer. Et c'est pour ça que je viens chez vous, et c'est ça que j'espère on va arriver à faire tous ensemble. Merci beaucoup pour votre éclairage, Dr Laurent Schwartz. De nada. Bonne journée.